sans risque pris. Simplement, on n'est pas toujours conscient du risque qu'on prend. Si vraiment vous n'avez aucune expérience, c'est d'abord Bitcoin. Moi, je me dis toujours, si demain, je dois partir à l'autre bout du monde, refaire ma vie, et que j'ai des cryptos, je peux repartir complètement avec rien, en passant à la frontière, sans rien, presque tout nu. Comment se fait-il qu'on ait à la fois des cycles de marché aussi prévisibles et que ça atténue pas la volatilité? À un moment donné, il faut s'investir. Et c'est pas juste j'ai écouté un influenceur ou j'ai lu un article qui disait que ça allait faire x2, x3 ou x10 et donc j'y vais. Qu'est-ce que j'achète? Par quoi je commence? Et comment j'achète? On peut tout perdre du jour au lendemain avec les cryptos. Vrai. C'est trop tard pour investir, les gains faciles sont derrière nous. Faux. Plus une crypto est connue, moins elle est risquée. Faux. C'est dangereux d'investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Faux. Comprendre la finance traditionnelle suffit pour comprendre les cryptos. Faux. L'État peut interdire le Bitcoin du jour au lendemain. Vrai. La régulation va tuer les cryptos. Faux. La crypto peut faire partie d'une stratégie patrimoniale bien construite. Vrai. Les cycles crypto sont plus prévisibles que les cycles de la finance traditionnelle. Vrai. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Écoute, je suis un peu intimidée d'aborder un sujet que je maîtrise, mais alors pas du tout. Et en même temps, je me dis c'est l'occasion, parce que je crois que ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas parlé de crypto sur ce podcast. Et je me suis dit que c'était l'occasion de refaire mon savoir totalement, parce que je pense qu'en 3 ans, il s'est passé pas mal de choses sur les cryptos. Tu vas nous éclairer tout ça. Donc, c'est un podcast pour les débutants. Voilà. Il n'y a aucune inquiétude. On va te guider pas à pas sur ce qui se passe sur les cryptos. Ce que j'ai envie de proposer à mon audience, c'est vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans mes propres appréhensions ou mon niveau en tout cas de connaissances sur les cryptos. Donc cet épisode est pour vous. On va essayer de vulgariser, je vais essayer de me projeter dans vos craintes, dans vos peurs, et on va essayer d'avancer pas à pas pour voir comment, si c'est pertinent que je me lance moi aussi dans les cryptos et que vous aussi vous puissiez vous lancer dans les cryptos. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Stéphane ? Oui, alors moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans les marchés financiers. Je crois que tu allais me dire 30 ans dans les cryptos. Je fais waouh, Alors précurseur. Là, ça serait mentir, clairement. Et c'est pas le but. Donc, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai travaillé très longtemps chez BNP Paribas. Une grosse partie de première partie de carrière. Mm-hmm. Ensuite, j'ai évolué un petit peu dans le conseil. Et puis, je suis arrivé dans les cryptos il y a maintenant quasiment 8 ans. Okay. En 2017, où j'ai monté un projet avec 2 cofondateurs qui était beaucoup plus axé sur du trading algorithmique, donc très très spécialisé, à un moment donné où il y avait beaucoup de choses sur les levées de fonds en crypto, et on était beaucoup plus sur un marché très peu mature, et avec des gens qui allaient, on va dire, qui cherchaient des stratégies ou qui cherchaient des quick wins dans le marché. Depuis, le marché a pas mal évolué. Moi, je suis passé à une autre aventure. Je suis maintenant chez CoinHouse depuis quasiment 3 ans. Où là, on est chez le plus ancien broker de la place de Paris, donc qui permet l'achat et la vente de crypto contre euros, principalement, qui permet également d'avoir accès à des produits d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des cryptos qui ne savent pas vraiment quoi faire. Est-ce que je les garde? Est-ce que je les troque? Ou est-ce que je les vends contre d'autres cryptos? Et quelque part, on est là pour les accompagner sur ce mouvement-là. Moi, ma partie chez CoinHouse, c'est de développer les produits d'investissement et ensuite de les gérer. Donc, il y a à la fois une partie, on va dire, structuration, réfléchir au produit qui fait du sens et que juridiquement on peut faire vis-à-vis de l'AMF. Et ensuite, une fois que les produits sont live, il y a des équipes chez nous qui vont les commercialiser et des gens chez moi ou moi qui allons gérer ces produits pour le compte de nos clients. Ok. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je pense que on va pas repartir sur c'est quoi une crypto, la blockchain, parce que j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, et c'est pas cet aspect de technique de c'est quoi une crypto qui m'intéressait, mais c'est vraiment comment on rentre sur ce marché, sur cet actif, sur cette classe d'actifs, et quelles sont les peurs que ça peut susciter et comment ça fonctionne. J'avais envie de centrer cet épisode là-dessus. Une question de curiosité, mais dans une culture française comme la nôtre qui est assez risque averse, qui achète des cryptos ?
Alors aujourd'hui, il y a, on va dire, à la très grosse, une dizaine de pourcents de gens en France qui ont acheté des cryptos. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont des gros montants en crypto, mais en tout cas, C'est ils se sont. énorme. C'est plus que les gens qui écoutent des podcasts. Alors ça, je sais pas, c'est un peu plus que des gens qui, en tout cas, c'est du déclaratif, hein, donc Ouais. on ne sait pas réellement, mais c'est un peu plus même que des gens qui ont des actions. Donc c'est pas du tout négligeable par rapport au marché plus traditionnel qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Ça, c'est dingue. Alors, moi, j'ai un autre chiffre, mais il est pas loin du tien. C'est une source AMF qui dit que 83% des Français n'ont jamais investi en bourse. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 17% des Français qui ont déjà investi en bourse. Tu me dis 10, effectivement, on est quand même pas très loin dans les ordres de grandeur en considérant la maturité de ce marché. C'était loin d'imaginer. Donc, c'est loin d'être marginal, en fait. Tout à fait. Alors encore une fois, hein, c'est pas parce que les gens ont acheté des cryptos qu'ils ont une grosse exposition en crypto. Ouais. Après, c'est également la même chose sur le marché des actions. Exactement. Il y a des gens qui ont peut-être acheté une action. Alors je n'ai plus en tête les actions qui coûtent pas cher, mais mettons une action BNP Paribas, elle doit être autour de 60 euros. Donc la plupart des gens peuvent se permettre d'investir 60 euros sur une action. Et ça permet de comprendre ou de goûter un peu plus, parce que finalement, entre lire des choses et puis passer à l'acte d'achat, il y a souvent quand même une petite différence. Et c'est comme si on avait une sorte d'engagement un peu supérieur quand on se met à acheter. Après, c'est parce qu'on se met à acheter qu'on se met à acheter des montants importants par rapport à notre patrimoine. Et moi, je parle souvent de patrimoine liquide, pas de patrimoine au sens large. Pour moi, on exclut souvent la résidence principale, qui est un sujet complètement à part. Complètement. Est-ce que tu constates que les gens qui arrivent en crypto sont passés par la finance traditionnelle avant ou pas nécessairement ? Mon sentiment, c'est qu'on a plutôt affaire à des gens qui sont déjà dans le monde de l'investissement. Et donc, il y a des chances assez importantes qu'ils aient déjà touché au monde action. Ok. En tout cas, ça ferait du sens parce que quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds dans le monde action et qui viendrait sur le monde crypto, à part d'en avoir entendu parler, le mouvement, il n'est pas évident. Sans forcément aller jusqu'à la compréhension des projets crypto qu'il y a derrière, mais je trouve qu'en termes de démarche, d'appétit pour le risque, de capacité à prendre du risque, on est quand même sur des créneaux qui sont assez similaires entre le monde action et le monde crypto. Après, c'est des histoires de goût, de couleur, c'est des histoires de combien on en met, mais fondamentalement, pour moi, on s'adresse à peu près à la même tranche d'investisseurs. À titre personnel, j'aime bien poser cette question. Et tu as combien de pourcentage de ton patrimoine en cryptoactifs ? J'en ai une assez faible partie. Ok. Pour le coup, je continue à en avoir un petit peu, mais c'est pas le gros de mon investissement. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai moins besoin de m'exposer au risque. Et donc, ça fait moins de sens pour moi d'en avoir. Après, j'en ai, déjà parce que ça m'amuse. Et puis parce que ça permet aussi d'avoir un pied dedans. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas pareil d'être sur un marché et d'avoir aucun investissement, aucun intérêt, aucune exposition, ou d'être dans un marché et d'avoir vraiment un intérêt. Je trouve que derrière, ça nous permet d'être plus attentifs, plus en connexion finalement avec le marché sur lequel on travaille. Ok. Il y a d'autres questions qui me viennent, mais je voudrais qu'on revienne sur le profil du détenteur de cryptoactifs. Plutôt homme, femme, jeune, moins jeune. Alors, plutôt des gens qui sont... Alors, il y a à peu près deux franges de catégorie, enfin, deux franges de population qui sont exposées à ça. Des gens qui peuvent se permettre d'investir. Donc là, on est plutôt dans des gens qui ont 30, 40 ans et un peu plus. Ouais. Qui ont un petit peu de patrimoine et qui sont déjà investis sur tout un tas de produits et qui finalement viennent à la crypto pour diversifier leur patrimoine, on va dire, investi. Et puis, il y a une frange Donc, j'imagine moins dans des logiques de construction patrimoniale, donc on est moins dans la recherche de rendement, Alors, de performance, quand même. justement, au contraire, on est plutôt dans la construction on va dire, d'une approche patrimoniale où on ne cherche pas à faire x2 tous les ans. C'est pas le but. Le but, c'est de gagner un peu plus que, on va dire, l'inflation et un peu plus que le livret A ou qu'un rendement obligataire où il n'y aurait rien à faire et on attendrait juste d'avoir son coupon. Mais ça, on n'a pas besoin de la crypto pour ça. Alors, la crypto, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, mais c'est un actif qui est très intéressant parce que quand on investit 100 en crypto, on ne peut pas perdre plus que 100. Par contre, en termes de rendement, contrairement aux autres classes d'actifs, c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut faire, on va dire, x2, x3 la bonne année. Dans le passé, il y a eu des périodes bien supérieures à ça, mais je pense que ça sera très compliqué de refaire ça dans le futur. En tout cas, devant nous, c'est un actif où on peut espérer avoir des rendements qu'on ne trouvera pas dans le monde action,
qu'on ne trouvera clairement pas dans le monde obligataire, qu'on ne trouvera pas sur le monde des commodities ou de l'or. Et donc, ça peut être utilisé comme un booster sur une allocation de patrimoine globale. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a des gens comme BlackRock qui clairement, alors évidemment parce qu'ils ont lancé un instrument sur cette classe d'actifs, mais aussi, je pense, parce qu'ils ont fait pas mal de recherches et on s'aperçoit qu'avoir un petit bout de son patrimoine investi, on va dire sur du Bitcoin dans un premier temps, et après, si on veut, on va sur un truc un peu plus diversifié en crypto, peut être un vrai booster de performance sur l'ensemble du portefeuille. Sachant que ce qu'on met là-dessus, au pire, on perd ce montant-là. Donc si on met, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais 5% de son patrimoine sur cet actif-là, on ne peut pas perdre plus de 5%. Par contre, s'il fait x2, vous avez gagné 5% sur l'ensemble du portefeuille. Et donc ça, ramené à ce qu'on peut espérer comme performance sur les classes d'actifs traditionnelles, c'est potentiellement un gros booster de performance. Oui. Voilà. Donc ça a un intérêt vraiment d'un point de vue diversification. Donc là, on est vraiment sur la catégorie d'investisseurs qui ont déjà un portefeuille et qui finalement cherchent à se diversifier un peu plus et potentiellement rajouter des lignes qui proposent des rendements qui peuvent être supérieurs à ce qu'ils ont par ailleurs. Et il y a une autre catégorie pour moi de gens qui sont aussi un peu sur ce marché-là, qui ont certainement beaucoup moins d'argent, mais qui sont peut-être aussi nos clients de demain, c'est les jeunes. Parce que eux, et moi j'ai pas mal d'exemples autour de moi, y compris avec les enfants, y compris avec des voisins. C'est des gens qui ont été exposés très tôt finalement à la hype ou ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, sur la crypto, avec les bons côtés et les mauvais côtés, mais ils ont été exposés à ça et ils ont eu envie finalement de plonger, de franchir le pas, avec des montants qui sont certainement beaucoup plus faibles que la première catégorie d'investisseurs, mais qui sont potentiellement plus engagés, qui peuvent aussi être des gens qui seront un jour porteurs de projets. Voilà. C'est aussi à ces gens-là qu'on cherche à s'adresser. C'est vrai que, tu vois, à titre personnel, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avant, mais moi, je suis positionnée sur des classes d'actifs. En tant que telle, c'est pas la classe d'actifs qui a des forts rendements, mais je me positionne sur des projets immobiliers à forte rentabilité. On rachète des laveries, des carroches, parce que les rachats de business, les rachats d'entreprise, c'est aussi un moyen de booster son patrimoine de manière importante. Et je commence à m'intéresser à la crypto dans une logique de placement de trésorerie aussi d'entreprise. Parce que ça offre des rendements qui sont intéressants. Moi, j'ai une forte tolérance, j'ai développé une forte tolérance au risque. Et aussi pour une autre raison et pour mes clients, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de faire cet épisode, parce que j'ai un discours assez, je pense, moi, réaliste sur l'état du monde, sur le fait que aujourd'hui, hier, on cotisait 1, on récupérait 4, aujourd'hui, on cotise 1, on récupère moins de 1, que les contraintes du monde et budgétaires de la France font que les impôts continueront d'augmenter et les cotisations aussi. Et malheureusement, ce qu'on reçoit de l'État va probablement continuer à baisser. Et je trouve que les cryptos offrent une possibilité pour les gens qui partent d'en bas et qui peuvent espérer aussi s'élever socialement parce qu'aujourd'hui, le travail rémunère de moins en moins. Et je trouve que c'est compliqué avec les instruments de finance traditionnels d'espérer aussi s'élever socialement. Et les cryptos sont aussi un moyen d'eux. Qui est plus passif que tout ce que je fais avec l'immobilier, avec les laveries, etc. Donc ça m'intéresse. Et quand tu parlais, je me sentais un petit peu plus, pas boomeuse, faut pas exagérer non plus, mais tu vois, j'ai 38 ans et je pense que j'étais dans la limite de cette génération où on se disait, j'ai encore plein d'autres trucs à explorer, ça ce sera le dernier truc où j'irai, tu vois, là où effectivement les jeunes sont plus nés avec ça et sont plus hypés par la hype. Moi, la hype, ça vient à la fin, quoi. Donc, non, c'est une classe d'actifs qui ressuscite mon intérêt. Et donc, je suis ravie qu'on ait cette conversation pour ça. Écoute, oui, je pense qu'encore une fois, comme tu le dis, par rapport à ta situation, mais qui est certainement la situation que d'autres, d'autres personnes rencontrent, la crypto, c'est un instrument un petit peu passif, dans le sens où on place son argent dedans et si on ne fait pas d'arbitrage, on garde cette position-là pour un certain temps, comme on pourrait acheter de l'or ou comme on pourrait acheter des fonds un peu perpétuels. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une approche globale qui est intéressante à avoir, plus qu'une approche où on se concentre sur quelque chose. Alors peut-être qu'on maîtrise mieux, ou qu'on a l'impression de mieux maîtriser, parce que des fois on a l'impression de maîtriser, mais en fait on n'a pas tout à fait compris pourquoi on gagnait de l'argent. On l'a vu avec l'immobilier lors de la crise en 2007-2009.
Il n'y avait pas de miracle. Et finalement, il y a un moment donné, le marché s'est retourné. Depuis, il s'est repris. Mais on voit bien que quelle que soit la classe d'actifs, potentiellement, il y a des risques. C'est normal. On peut pas avoir... Et je pense qu'il y a une morale. Il n'y a pas de rendement sans risque pris. Simplement, on n'est pas toujours conscient du risque qu'on prend. On a des fois l'impression qu'on comprend le risque qu'on prend ou qu'on maîtrise le risque qu'on prend. Typiquement, je ne sais pas, quand j'ai un business de location de vacances ou de location immobilière, on a l'impression qu'on a bien compris. Et pourtant, il y a d'autres choses. Des fois, il y a des arrêtés. Des fois, il y a des problèmes sur l'immeuble sur lequel on est investi. Il y a des fois des problèmes sur le marché obligataire. On se dit, mais ça n'a rien à voir. Ben si, parce que si jamais on est obligé de revendre son bien et qu'il y a une grosse augmentation des taux, de manière assez mécanique, l'immobilier, en général, en pâtit, plus ou moins, mais on l'a bien vu lors de la remontée des taux en 2020 et 2022, tout à fait. Ça a été frappant. Et là, on se dit, mais ah oui, finalement, il y avait un risque, voilà, dont on n'avait pas forcément conscience. Et après, si on a du temps devant nous, si on n'a pas trop de levier, si on n'a pas d'obligation de vendre, souvent ça revient. Mais il pourrait y avoir des transformations plus radicales. On peut imaginer l'immobilier de bureau avec le Covid. En fait, il y a une demande bien moindre maintenant avec le télétravail des bureaux. Donc, quelqu'un qui aurait été exposé assez fortement sur l'immobilier de bureau, potentiellement, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que potentiellement, il peut y avoir quelques soucis sur cet investissement, qui était un investissement qui était hyper intéressant, parce qu'on était sur des baux de 9 ans, sur des sociétés, des choses assez stables en termes de rendement. Et voilà, une crise qui n'a rien à voir, qui est une crise sanitaire, vient mettre un petit peu à mal, ou en tout cas endommager légèrement un secteur d'activité, un type d'investissement. Donc encore une fois, la manière de se prémunir contre ça, il n'y en a pas 50 en finance, c'est juste la diversification. Et après, c'est jusqu'où on va dans la diversification. Imaginons qu'on passe d'un portefeuille, je sais pas, où on a une ou deux activités à un truc où on est sans activité. On ne peut pas être spécialiste sur sans activité. Donc c'est là où, quelque part, il y a une sorte de sweet spot à trouver sur c'est quoi ce sur quoi je suis à l'aise. Et là, je vais peut-être mettre un peu plus l'accent et je vais mettre un peu plus les mains dedans. Et là où je me dis, c'est intéressant, je pense qu'il faut en avoir, ou en tout cas, je lis qu'il faut en avoir. Des fois, on n'est pas toujours sûr de soi. Et là, je vais faire un investissement plutôt passif. Et ça sera une ligne de diversification. Donc, il y a une partie un peu plus active où là, je vais vraiment être hands-on. Donc, j'imagine que tu es laverie. Potentiellement, il faut que tu trouves des endroits qu'il faut trouver peut-être pas les clients, mais peut-être ceux qui tiennent la laverie. On les reprend, donc oui, il y a tout un système de délégation à mettre en place. Voilà, j'imagine, en fait, tu gères un business. Ouais. Mais donc, c'est un métier à part entière. Et tu peux dire, voilà, ça, je le maîtrise. Et donc, je vais le faire sur une partie peut-être un peu plus importante de mon patrimoine parce qu'il y a un rendement intéressant. Le risk-reward peut aussi être hyper intéressant par rapport à la situation perso. Et puis, il y a une partie qui va être un peu un truc décorrélant sur lequel je vais avoir beaucoup moins de prise, où je vais prendre des décisions on va dire de manière beaucoup plus étalée dans le temps. Je ne vais pas en prendre tous les jours, mais je vais prendre des décisions un peu stratégiques. Et là, je pense qu'avoir des cryptos, c'est pas du tout absurde dans un monde où finalement ce marché-là, il n'est pas du tout complètement développé. C'est pas comme si on était sur un marché mature où là on se dirait maintenant les rendements ils vont être beaucoup plus difficiles à obtenir. En tout cas les rendements supérieurs à ce qu'on peut avoir, je sais pas, sur le marché action. Là on reste quand même sur un marché qui est encore relativement peu mature. Il peut y avoir des vraies révolutions, des vraies innovations. Et dans ce cas-là, il y aura une récompense pour ceux qui auront été là suffisamment tôt. Et je pense que c'est intéressant, avec ça en tête, d'être sur les cryptos aujourd'hui. Moi, je suis assez adepte de la non-diversification, en tout cas, de se concentrer sur une classe d'actifs pour les premières phases de construction de son patrimoine et éventuellement de diversifier à l'intérieur. Parce que c'est effectivement, tu vois, c'est ce qu'on s'est misé sur une expertise que tu vas développer sur une classe d'actifs. Ça pourrait très bien être les cryptos. Et ensuite, sécuriser. Moi, c'est d'abord du dynamique et ensuite de la sécurisation. Je suis assez adepte de ça. Je sais que je prône de plus en plus ce discours-là. Encore une fois, parce que le moment de la vie où on a le plus besoin et on est le plus à même de construire son patrimoine, c'est quand on est plus jeune, ou vingtaine, trentaine, quarantaine. Et souvent, à l'inverse, c'est les phases où on est presque plus prudent et on devient... Tu vois, on commence à dynamiser notre approche de l'investissement à 50 ans passés.
on est trop proche de la retraite, c'est presque trop tard pour faire des choses un peu sympas en matière d'investissement. Moi, j'essaye de faire prendre conscience aux gens que peut-être ils peuvent prendre beaucoup plus de risques plus tôt. Et est-ce que, je pense que tu as une approche peut-être un petit peu plus prudente, mais est-ce qu'on pourrait envisager, et dans quelle mesure on pourrait envisager quelqu'un qui serait à 100% investi en crypto, par exemple à la trentaine? Alors, le problème des cryptos, c'est vraiment la volatilité. Ouais. Et c'est le fait qu'on puisse passer par des phases de marché où on peut avoir un moins 80% entre un point haut et un point bas. Et c'est arrivé plus d'une fois, y compris sur des actifs comme le Bitcoin. Donc, si à ce moment-là, la personne est dans l'obligation de vendre, un besoin dans la vie, en fait, le problème, c'est que là, on va cristalliser la perte et ça sera très difficile de se reprendre. Si maintenant, cette partie de l'épargne de l'investisseur, il n'a pas besoin d'y toucher pendant 10 ans, 20 ans, effectivement, on pourra avoir une part supérieure à ce que chez CoinHouse, on préconise pour nos investisseurs. C'est vraiment la question de est-ce qu'il y aura besoin ou pas de récupérer les fonds. Or, en fait, il y a un risque mineur de perte en capital intégrale. Mais si ce risque il se réalise, il peut être catastrophique pour la personne. Catastrophique, non, parce que quelqu'un qui a 30 ans, il a la vie devant lui. Donc en fait, même quand et puis on a rarement. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et on a rarement accumulé toute notre richesse à 30 ans, et puis après on fait que dépenser. Donc non, c'est comme tu le disais, c'est plus simple de prendre du risque quand on est jeune, et c'est peut-être un peu ce que les gens ne font pas, parce qu'en fait ils ont l'impression de ne pas avoir assez de fonds disponibles. Après, c'est aussi une période de la vie où quelque part on a besoin d'investir. Souvent, c'est là où on va acheter une résidence principale. Ou de dépenser. C'est là où on va avoir potentiellement des enfants, fonder une famille, et ça a un coût. C'est pas forcément la période où on a le plus de capacité à épargner. Donc effectivement, avoir un portefeuille... Ou de temps pour investir ou se former. Oui, puis souvent on investit sur soi-même. C'est souvent les moments où on développe sa carrière, donc on est très pris dans ce qu'on fait. Gérer un patrimoine, c'est aussi un petit peu de temps. Ça, faut avoir la bande passante, faut être capable de lire. Moi, je conseille beaucoup aux gens, quand ils s'intéressent à un sujet, quel que soit le sujet, la première chose à faire, l'investissement, il est personnel, il est prendre du temps, lire, acheter des livres. Ça coûte pas très cher. Ça permet de se former, écouter des podcasts. Ça permet également de se former. Et au pire, on a appris quelque chose. Et au mieux, non seulement on a appris quelque chose, et en plus, on fait fructifier son épargne. Moi, je suis très adepte du discours d'éducation financière. Je déteste dire aux gens d'y aller comme ça, sans rien connaître. C'est aussi pour ça que je me suis dit, moi, ça n'a jamais encore été le moment pour me former, pour commencer à investir en crypto. C'est quoi, selon toi, le degré minimum d'éducation financière en temps qu'il faudrait consacrer pour, disons, pouvoir exercer un esprit critique sur ce qu'on nous dit, parce qu'on a un minimum d'éducation sur le sujet crypto? Je pense qu'il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois pour commencer à avoir un vernis. Une dizaine, vingtaine d'heures? Peut-être un petit peu plus que ça. Okay. En tout cas, nous, chez CoinHouse, on a une petite académie, rien de prétentieux, avec des documents qui sont mis à disposition des clients, qui leur permet justement de répondre à un certain nombre de questions que la plupart des gens se sont posées quand ils se sont intéressés au secteur. Et c'est une source d'information. Moi, je préconise souvent d'en avoir plusieurs, surtout quand on est dans les phases d'apprentissage. Et c'est ce que je dis à mes enfants, c'est bien d'avoir une source de savoir, mais il faut vérifier que cette source de savoir ne dit pas de bêtises. Et donc, si on a plusieurs sources de savoir qui ont une forme de crédibilité elles-mêmes, qui disent à peu près la même chose, on a plus de chances de se dire on est proche de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on y est, mais en tout cas, on devrait en être plus proche. Et ça permet également d'avoir des fois un peu plus de subtilité sur un même sujet. Oui. Parce que on n'est pas tous, câblés de la même manière pour expliquer ou pour recevoir un message. Moi, j'aime bien prendre l'exemple on est face à une situation, on est 2-3 personnes, on regarde la même situation. Et en fait, si on interroge les gens, on leur demande de décrire ce qui s'est passé, potentiellement, il y a plusieurs descriptions possibles, alors qu'on a été témoin de la même scène. Donc voilà, on lit toutes les choses, on les lit avec une grille de lecture qui nous est propre, qui est propre à chaque humain. Voilà, et donc il faut avoir ça en tête. Donc moi, je préconise d'avoir plusieurs sources d'apprentissage.
Et je pense qu'il faut, oui, peut-être entre 20 et 50 heures pour raisonnablement avoir un premier vernis et se dire maintenant je vois à peu près où je pourrais mettre les pieds. Hmm. Et là, je peux commencer à franchir le pas et mettre mes premiers sous sur cet actif-là. Vous avez un guide d'entrée dans l'investissement en crypto que j'ai consulté. Il y a un des membres de votre équipe qui dit effectivement, c'est un marché sur lequel il faut aussi avoir quelques certitudes. Parce qu'il faut anticiper sa sortie, etc. On en reparlera. Et donc, comme tu le disais, avoir plusieurs sources d'informations, c'est aussi pouvoir confronter des opinions, des interprétations Oui. qui sont peut-être pas les mêmes, qui peuvent être complémentaires. Et encore une fois, être capable d'exercer un esprit critique. On ne peut pas exercer un esprit critique sur quelque chose sur lequel on a une ignorance totale. Exactement, mais c'est comme dans tout dans la vie, en fait. Exactement. Quelque part, il faut suivre une courbe d'apprentissage. Ouais. Et on ne peut être critique qu'à partir d'un certain moment, sauf sur des sujets où en fait on a été élevé dedans sans le savoir, et puis en fait on a forgé, mais sans vraiment s'intéresser au sujet, un esprit critique. Mais voilà, pour des sujets aussi techniques que ça, non, il y a un moment donné, il faut s'investir. Et c'est pas juste j'ai écouté un influenceur ou j'ai lu un article qui disait que ça allait faire x2, x3 ou x10, et donc j'y vais. Ouais, je trouve qu'encore une fois, la démarche est aussi plus intéressante parce qu'elle est. Elle est plus enrichissante. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas que d'investir et d'avoir un rendement, c'est aussi d'apprendre des choses. Et pourquoi c'est une classe d'actifs qui pourrait être intéressante? Parce que potentiellement, il va y avoir des grands changements dans la société, dans le monde du business liés à ça, et d'essayer de comprendre, de mettre le doigt dessus. Après, on ne sera jamais un spécialiste, sauf peut-être des gens qui vont être mordus, mais qui vont plonger dedans et qui vont se dire ah, mais c'est trop bien, j'ai envie de monter un projet dedans. Et là, c'est encore une autre étape. Mais voilà, c'est intéressant de comprendre comment ces choses-là vont aussi façonner le monde dans lequel on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. L'exemple, c'était dans les années 2000, avec les boîtes Internet, où, alors moi j'étais assez jeune à l'époque, je venais juste de commencer à bosser, et évidemment au bureau on ne parlait que de ça, ça partait dans tous les sens, mais on ne comprenait pas forcément ce qui nous attendait. Aujourd'hui, avec le recul, 25 ans plus tard, on se dit ah ouais, en fait, c'est ça dont on nous a parlé à l'époque. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui imaginaient le futur tel qu'il est exactement aujourd'hui. Par contre, ça a donné des vocations, ça a permis de se projeter parce qu'on est des humains et les humains, quelque part, ils ont cette capacité d'abstraction et cette capacité de projection. Et je trouve que là, les cryptos, c'est un moment un peu similaire à ce qu'on a vécu sur la révolution Internet. Est-ce que ça sera aussi important ou pas dans notre vie de tous les jours dans 20 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est potentiellement un sujet sur lequel voilà, il va peut-être se développer plein de choses. Et c'est intéressant de s'intéresser à ça, ne serait-ce que d'un point de vue sociétal. On parle de crypto-actifs, il y a des monnaies. Et le reste, c'est quoi en fait? Alors, dans la terminologie crypto-actif, en fait, ça couvre plein de choses. Parce qu'en fait, il y a, on va dire, et même au sein du monde des crypto-actifs, il y a vraiment plusieurs types de crypto-actifs. Il y a ce qu'on appelle des crypto-actifs d'infrastructure qui, en gros, sont réellement des blockchains et donc vont permettre de faire émerger l'écosystème sur lequel on parle. Et à l'intérieur ou plutôt sur ces infrastructures, on va pouvoir construire d'autres projets qui vont être aussi des projets crypto. On va aussi dire que c'est des crypto-actifs, mais qui vont utiliser une des blockchains. Donc les blockchains, il n'y en a pas 50. Pour le coup, il y en a peut-être, je sais pas, des blockchains importantes d'infrastructures. Je dirais une bêtise, mais on est peut-être autour de 15-20. Après, il y a des subtilités, mais globalement, ça, c'est ce qui permet, c'était les opérateurs de câbles dans l'époque Internet, Ouais. c'est ceux qui permettent à d'autres de construire dessus. Mais dans les deux cas, on dit oui, mais c'était des telcos. Voilà, on ne distinguait pas, savoir si... Tu peux en citer 2 ou 3 qu'on puisse situer? Oui, il y a Bitcoin, par exemple. Bitcoin est aussi bien une infrastructure qu'une monnaie en soi? Tout à fait. En fait, quelque part, Bitcoin, c'est ça. C'est à la fois une blockchain, mais aussi, ça sert comme, on va dire, en termes d'utilité, comme une forme de réserve de valeur. Il y a Ethereum, il y a Solana, il y a DOT. Voilà. Et ça, c'est des projets qui sont relativement importants, qui existent depuis suffisamment longtemps. Après, ils ont toutes leurs petites subtilités, de savoir pourquoi il y en a une plutôt qu'une autre. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a des use cases assez particuliers qui peuvent être plus adaptés à certaines blockchains que d'autres.
Et comme on cherche à révolutionner un petit peu le monde des affaires... Un peu comme il y a plusieurs langages de coding, Tout à fait. plusieurs langages informatiques, et donc chacun ont leurs utilités en fonction des applications. Exactement. Et après, il faut effectivement trouver des use cases sur pourquoi il y a telle blockchain plutôt que telle autre. Évidemment, si 2 blockchains font exactement la même chose, c'est pas très utile d'en avoir 2, autant en avoir qu'une. Après, c'est laquelle qui gagne, ça c'est autre chose. Et donc, il y a des projets d'infrastructure, et après, vous avez des projets plutôt qui utilisent cette infrastructure, ou qui vont être utiles aux projets qui utilisent cette infrastructure. Et là, pour le coup, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais comme aujourd'hui, on voit sur le monde Internet, des gens qui font vraiment du backbone, il n'y en a quasiment pas. Par contre, des sites Internet, il y en a autant qu'on veut. Bon alors, je suis prête à mettre 10% de mes liquidités en crypto. Comment j'achète? Alors, oui, on va prendre un raccourci. D'habitude, j'aime pas ça, mais qu'est-ce que j'achète? Par quoi je commence et comment j'achète? Alors, comment j'achète est important, aussi important que ce qu'on achète. Le comment on achète, on est sur une activité quand même jeune, avec des acteurs qui, pour certains, existent depuis quelques années, qui n'ont pas la réputation des banques traditionnelles, qui peuvent aussi faire faillite, mais en tout cas qui sont là depuis plus longtemps, qui ont une régulation très forte, les banques, là où sur le monde des cryptos, la régulation commence. Elle existe sous une forme un peu light avec le statut PSAN en France depuis, je crois que ça doit faire 5-6 ans. Et puis maintenant, on est passé au degré supérieur parce qu'on est passé d'un enregistrement à un agrément avec l'agrément MiCA, qui est un agrément cette fois-ci à l'échelle européenne. Donc voilà, donc pour moi, le premier axe, c'est aller vers un acteur qui a à minima un enregistrement et idéalement aura un agrément d'ici peu. Je te coupe parce que j'imagine qu'il y a des puristes, c'est pas forcément ceux à qui on s'adresse, mais à l'origine, les cryptoactifs étaient aussi là pour échapper à toute forme de régulation. Donc, tu vois, quand j'ai lu votre guide, je me suis dit, moi, je vois l'intérêt peut-être pour moi d'aller vers une plateforme régulée. Et en même temps, je me dis, effectivement, si on le fait avec des convictions très fortes, sur une indépendance totale du système bancaire, faut pas aller vers une plateforme régulée, quoi. Avec tous les risques que ça comporte. Alors, je vais y venir, mais c'est très intéressant comme approche. Donc pour moi, si on va vers une plateforme, parce que quelque part, on se dit, on a l'habitude finalement de déposer nos investissements, nos fonds, dans des banques, dans des sociétés de gestion. On va sur un site, on crée un compte, c'est simple, quoi, comme chez CoinHouse. C'est simple, et puis ça évite d'avoir à gérer le risque, quelque part, d'avoir à gérer tout seul ses finances. Mais c'est possible. Et en fait, on peut aussi utiliser la plateforme que comme un moyen de conversion, de rentrer sur le marché des cryptos, éventuellement de sortir du marché des cryptos pour revenir en euros si on a besoin de revenir en euros, ou d'échanger des cryptoactifs entre eux, sachant qu'en termes de stockage, donc soit on les laisse stocker sur la plateforme, et dans ce cas-là, il faut vérifier que la plateforme a des agréments pour pouvoir conserver ces titres-là. Mais on peut aussi faire vivre complètement en parallèle un wallet personnel qui effectivement va nous permettre d'être hors système, en tout cas hors système centralisé. Alors après, la contrepartie d'avoir finalement ses propres fonds chez soi, c'est comme quand on a des billets de banque, finalement, il faut qu'on aille... Les cambrioleurs. C'est ça. Ou l'incendie, même pas un cambrioleur, l'incendie. Et donc finalement, oui, on peut être complètement maître finalement de ses finances, être complètement en dehors du système, on va dire financier traditionnel des banques. Et peut-être que sur une petite partie de son épargne, ça fait du sens. Moi, je me dis toujours, si demain je dois partir à l'autre bout du monde refaire ma vie et que j'ai des cryptos, avec juste dans ma tête quelque part le moyen d'accéder, évidemment je la prendrai par cœur parce que j'ai pas envie de perdre mon seul bagage pour pouvoir repartir, mais on peut repartir complètement avec rien en passant à la frontière sans rien, presque tout nu, avec juste dans sa tête finalement son login, on va dire l'équivalent du login password qui permet de redémarrer sa vie à l'autre bout du monde. Et ça, c'est une vraie liberté. Je pense qu'il y avait un peu de ça quand même dans l'esprit des pionniers sur ce marché-là. On a quand même créé le Bitcoin parce que ça a été créé au moment de la crise financière précédente,
où les banquiers centraux faisaient n'importe quoi, où le système financier potentiellement se mettait à faire faillite de manière assez importante. Donc c'était aussi un moyen de... Alors, très théorique à l'époque, c'était presque un cas d'école, mais qui aurait sauvé de rien à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce serait complètement différent. Et je trouve que oui, on peut le faire, mais attention, c'est pas gratuit. Il y a un risque qui n'est pas vraiment, on va dire, qu'on peut pas vraiment couvrir d'un point de vue assurance. Et donc, il faut être prêt à le prendre. On aurait le même risque avec de l'or, par exemple, qu'il faut aussi stocker. Alors, on peut, maintenant, l'or, dans un incendie, alors il peut fondre, mais peut-être que ça durera peut-être un petit peu plus longtemps. Maintenant, c'est moins pratique avec l'or si je dois partir et si je dois franchir des frontières. Alors, si on peut franchir la frontière franco-suisse en passant par Avoria et puis en montant au télésiège, mais bon, ça peut faire un peu gling-gling dans le sac. Le sac peut être un peu lourd, ça dépend de votre richesse. Finalement, peut-être que si tout tient dans une barre, on est bien. Si ça tient dans un 38 tonnes, c'est un peu plus compliqué. mais il voilà. y a les mêmes enjeux de stockage, il y a moins de possibilités de perte, par contre il y a les mêmes possibilités de vol, voilà, on a des risques associés ou de raquettes, hein, on l'a vu récemment. Voilà, c'est l'inconvénient d'être soi-même son propre gardien du temple et son propre gardien de ses fonds. Mais c'est faisable, pourquoi pas. Moi je privilégie quand même plutôt une approche, au moins au démarrage, quand c'est pas un montant trop important pour une personne, de faire confiance à quelqu'un qui a un tampon, un enregistrement, un agrément de la part d'un régulateur sérieux. Et ça décomplexifie aussi la démarche d'investir parce que, alors moi, il y a encore quelques années, c'était vraiment, il y a juste 3 ans, c'était encore un petit peu laborieux d'ouvrir, d'entrer sur le marché crypto, de se constituer un wallet, etc. J'ai l'impression que maintenant, et notamment avec des plateformes comme CoinHouse, ça ressemble plus à notre quotidien. C'est-à-dire on crée un compte, on l'alimente comme on le ferait en ouvrant un compte bancaire. On est maintenant dans cette ère-là en fait, de la crypto. Exactement, d'un point de vue expérience utilisateur, on ne fait pas autre chose qu'ouvrir un compte comme si vous étiez dans une banque. D'ailleurs, même nous, en termes d'obligations de demande d'informations sur le client, on a à peu près les mêmes obligations qu'à une banque. Donc là-dessus, et on est à peu près tous habitués à ouvrir des comptes sur des plateformes. Alors évidemment, il y a plus ou moins d'implications. Sur une banque, on va renseigner un peu, on va donner un peu plus de renseignements. Si on ouvre un compte sur la Fnac, en général, on met un login, un password, ça suffit éventuellement un nom, une adresse, parce qu'on se fait livrer quelque chose, mais ça va pas très très loin. Là, ça va un petit peu plus loin, mais au moins les gens sont habitués à ce format-là. Et puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas justement, encore une fois, besoin de garder vos cryptos, de faire attention à tout un tas de choses. Là, finalement, toute cette partie un peu risquée, un peu délicate, à la fois technologique et puis vraiment risque de perdre ses clés, vous la confiez à quelqu'un et vous avez et c'est ce quelqu'un-là qui le gère pour vous. Et vous, votre seul point d'entrée, c'est un login, un password sur une plateforme, sachant qu'il y a après tout un tas de sécurité, mais comme il y a aujourd'hui sur les banques, pour que ça ne suffise pas d'avoir le login et le password pour faire tout et n'importe quoi sur votre compte. Est-ce que ça a du sens de rentrer dans les cryptos en prenant que du Bitcoin ? Ou là aussi, dans une logique de diversification, ce serait quand même plus intéressant, ne serait-ce que pour aller chercher du rendement, de diversifier ? Alors, le premier pas, si vraiment vous n'avez aucune expérience, c'est d'abord Bitcoin. C'est le cas d'usage le plus simple sur lequel les gros investisseurs sont et qui est quand même la locomotive de ce marché-là. Une fois que vous êtes à peu près au bout de quelques mois, quand vous vous êtes habitué aux fluctuations, quand vous avez eu le temps de parfaire peut-être un petit peu votre éducation sur le monde crypto, parce qu'il y a des fois, il y a des grandes thématiques qui sont en train d'émerger, alors ça peut être intéressant de passer du Bitcoin à d'autres cryptos. Mais je dirais le premier pas, c'est Bitcoin à minima. Éventuellement, si vous êtes un petit peu téméraire, ou vous avez un appétit pour le risque un peu plus important, vous pouvez mettre un peu d'Ethereum. Là aussi, c'est un actif sur lequel les investisseurs institutionnels sont présents, dans une moindre mesure par rapport à Bitcoin, mais ils sont quand même présents. Il y a des choses très spécifiques à Ethereum qu'on ne retrouve pas sur Bitcoin, qui en font un outil techno hyper intéressant, là où Bitcoin est plutôt de la réserve de valeur, donc quelque chose d'un peu plus passif. Donc c'est un très bon complément, et c'est la deuxième plus grosse crypto, donc vous avez quand même un gros marché, avec une grosse liquidité,
Voilà. Et surtout des cas d'usage qui sont relativement intéressants. Je dirais, pour démarrer, si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'éducation et que vous voulez mettre un pied et puis voir du Bitcoin, un peu d'Ethereum, et puis après, avec le temps, vous pourrez être amené à diversifier. Chez CoinHouse, par exemple, on a des listes d'investissement, des recommandations d'investissement qu'on met à jour régulièrement. Au début, ça vaut le coup de les regarder. Et encore une fois, de se familiariser avec des nouveaux noms, parce qu'il y en a beaucoup des noms. Donc le problème... Alors chez nous, on essaye d'en avoir moins. On doit avoir 60 cryptos, ou 70 cryptos. Ouais. 70 cryptos. Mais si vous allez sur d'autres plateformes, vous pouvez avoir des milliers de cryptos. Donc évidemment qu'on est incapable d'analyser des milliers de projets. Même nous, hein, on ne serait pas capable de le faire. Donc ça permet, avec ces recommandations de trade, de commencer à regarder certains noms qu'on ne connaît pas nécessairement au démarrage, d'aller faire une petite enquête, et puis au bout d'un moment, quand on se sent suffisamment à l'aise et que c'est aligné avec la recommandation de trade qu'éventuellement on a pu pousser, alors ça peut valoir le coup de faire le transfuge de votre crypto actif, on va dire, principal, vers quelque chose qui va diversifier un peu plus. J'ai juste pris 1 heure pour me former avec votre guide Investir de A à Z. Et je dis toujours à mon audience, 1 heure de passer à apprendre des choses sur l'argent peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros sur toute une vie. Et j'ai appris plein de choses pendant cette heure-là. Et notamment, je pensais que le fonctionnement des cryptos était beaucoup plus similaire au fonctionnement de la finance traditionnelle et de la bourse. Dans le sens où je pensais par exemple, j'achète pour 1 000 euros de Bitcoin, et je pensais qu'il y avait un effet d'intérêt composé automatique. Un peu comme si je mets 1 000 euros sur mon assurance vie, il va faire des petits, quoi qu'il arrive, c'est juste la proportion dépend de ce que j'ai mis. Et en fait, j'ai compris que c'était un mode particulier de fonctionnement, mais qui n'est pas le mode par défaut dans la crypto. Alors, en fait, il y a 2 manières de sécuriser les blockchains sur lesquelles on va travailler. Il y a ce qu'on appelle le proof of work, qui est en gros une preuve de travail. Donc typiquement sur Bitcoin, qui en est le plus gros exemple. En gros, on va faire tourner des petits programmes informatiques qui vont permettre d'assurer, alors me demande pas comment parce que c'est un peu complexe, mais globalement, on fait travailler des mineurs qui vont sécuriser le réseau Bitcoin, ce qui permet ensuite de pouvoir être certain que les transactions se passent bien, qu'il n'y a pas notamment de double dépense dans ce réseau-là. Et pour ça, en gros, il n'y a pas de rémunération, c'est juste le mineur qui, lui, s'il mine un bloc, il va être rémunéré par le protocole. Mais le Bitcoin qu'on détient, lui, on va juste le garder et il ne se passe rien dessus. Ce qu'on peut faire, c'est le prêter et récupérer une rémunération dessus. Mais là, quand je prête mon argent à quelqu'un, déjà, il faut savoir à quelles conditions je le prête, et puis c'est est-ce que la personne va me le rendre. C'est ce qui arrive quand vous prêtez votre argent à la banque. Est-ce qu'elle va vous le rendre ou pas? Dans la plupart des cas, oui, bien sûr, mais elle pourrait ne pas le rendre. Voilà. Donc, quand on prête, il y a un risque inhérent à ça. Et puis, vous avez, donc ça, c'est une première catégorie de blockchain, c'est ce qu'on appelle des blockchains qui fonctionnent avec de la preuve de travail. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui travaille plutôt avec ce qu'on appelle une preuve d'enjeu. Donc, preuve d'enjeu, c'est vous déposez des cryptos à un endroit, et vous allez avoir le droit de valider des blocs. Si vous validez un bloc qui est tout à fait légitime, alors vous aurez une récompense. Et si vous voulez frauder, parce qu'on pourrait être amené à vouloir frauder, et encore une fois, tout le but de ces mécanismes-là, c'est qu'il n'y ait pas de fraude, parce que c'est ce qui fait que les gens ont confiance dans l'utilisation du réseau. Et si vous fraudez, déjà on invalide le bloc que vous avez validé. Donc en fait, la fraude, on va revenir dessus. Et en plus, on va vous piquer une partie de l'argent que vous avez déposé pour participer à ce truc-là. Donc vous n'avez pas d'intérêt économique à le faire. Et là, pour le coup, si vous avez... Et là, typiquement Ethereum, donc la deuxième plus grosse blockchain, fonctionne sur ce mode-là. Et là, vous pouvez avoir des Ethers que vous déposez pour participer finalement à la sécurisation du protocole. C'est pas vous qui allez opérer ça. Hein. En général, il y a des gens qui opèrent ça pour vous, très bien. Et là, pour le coup, vous allez avoir une rémunération. Donc, dans ce cas-là, vous aurez une rémunération sur vos cryptos. Donc, on voit bien qu'on a 2 manières de sécuriser le réseau, de valider des nouveaux blocs. Parce qu'en fait, une blockchain, c'est quoi? C'est une grande base de données dans laquelle on ajoute de manière assez régulière des nouvelles lignes, qui sont des nouvelles transactions. Et ce qu'on veut, c'est que ces nouvelles lignes, elles soient complètement légitimes, qu'il n'y ait pas de gens qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, ou des gens qui reçoivent de l'argent de on ne sait trop où.
Donc concrètement, quand je détiens 1000 euros de Bitcoin, en vrai, je ne m'enrichis que par le cours de base Tout à fait. du Bitcoin. Ça monte, je m'enrichis, ça baisse, Je perds de l'argent. je perds de l'argent. Ce que tu décris, c'est des mécanismes qu'on pourrait apparenter au compte à terme, par Ouais, exemple. tout à fait. Alors, Donc, d'un point de vue financier, c'est comme un compte à terme, sauf que la rémunération, elle vient pas du fait que qu'on mette l'argent à disposition de la banque, elle vient du fait qu'on met à disposition les coins, on les met à disposition du protocole pour assurer la pérennité du protocole. Donc c'est presque comme si on les avait mis à travailler. On les avait mis à la mine, et puis à la mine, il y a des dividendes. Alors, c'est pas financièrement parlant, c'est pas des dividendes, mais en tout cas, on pourrait plus le voir comme un dividende par rapport à un prêt, où là, on aurait des intérêts. Et là, ça augmente la quantité de Exactement. Voilà. C'est pas la valeur. Le seul mécanisme d'augmentation de la valeur, c'est le cours du coin. Et sinon, on a un mécanisme d'augmentation du volume de détention lié à ce mécanisme que tu as. Exactement. Et ce mécanisme-là, c'est le staking, qui est connu dans le monde crypto, mais qui ne s'applique qu'à des cryptos qui sont liés à une infrastructure. Okay. C'est-à-dire qu'un coin qui est lié à un projet qui utilise une infrastructure, en général, il n'y a pas de staking possible. On ne pourra pas le stacker. Ok. Et non, mais du coup, c'était une vraie découverte pour moi, parce que je me suis dit, il ne suffit pas d'acheter, il faut voilà. Donc, ça ne travaillera pas tout seul. Et il y a d'ailleurs un sujet aux États-Unis sur les ETF. Donc, il y a les ETF Bitcoin, il n'y a pas de vrai sujet, mais il y a sur les ETF Ether et sur Ethereum, où justement, il y a eu des demandes qui ont été faites, qui avaient été refusées jusqu'à il n'y a pas très longtemps par la SEC, de pouvoir justement... L'AMF américain, c'est ça? Oui, exactement. Qui avait été refusé par la SEC pour pouvoir justement mettre en staking les ETF, les ETH, pardon, les Ethereum détenus par les ETF. Ce qui permettrait d'améliorer le rendement des gens qui détiennent des parts d'ETF, puisqu'on leur verserait une forme de reward, rémunération, dividende, en plus de la variation de valeur. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas forcément celui-là que je voulais aborder d'abord. Toujours dans la pédagogie. Je voudrais qu'on parle de ces fameux cycles. Avec des mots barbares qu'on entend un petit peu partout, avec des noms d'animaux. Le bull run, le bear market, ou je ne sais pas quoi. Et alors, tout ça a été très obscur pour moi. Et pareil, tout ça, je me suis 1 heure de mon temps bien investi, encore une fois. Ma compréhension de ce sujet, alors, vraiment, c'est qu'il y a des cycles qui sont finalement assez prévisibles sur le marché des cryptos, complètement différents de ce qu'on a dans la finance traditionnelle, où on sait qu'il y a des cycles qui vont revenir tous les 8 à 15 ans, très très dépendant d'ailleurs de la géopolitique mondiale, de l'économie mondiale, de l'économie réelle, typiquement très impactée par le Covid, etc., mais qui n'ont pas ce degré de prévisibilité de ce qu'on va retrouver dans les cryptos. Du coup, alors, je me suis posé la question, comment se fait-il qu'on ait à la fois des cycles de marché aussi prévisibles et que ça atténue pas la volatilité? Alors, plusieurs réponses à t'apporter. Juste pour finir, la volatilité, elle est en train de diminuer, notamment du fait de la taille du marché et de la nature des intervenants sur ce marché. Si on regarde et si on mesure la volatilité depuis le lancement du Bitcoin, elle a eu tendance à baisser. Et elle, à mon avis, elle va continuer à baisser. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est plutôt, pour moi, la volatilité, elle dépend de 2 choses. Elle dépend de la liquidité et de la maturité du marché et de la nature des intervenants, plus que d'autres choses. Après, en ce qui concerne les cycles, en fait, il y a un premier gros driver qui est Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe et c'est là où il faut comprendre un petit peu le fonctionnement de Bitcoin. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bitcoin, c'est une blockchain qui fonctionne avec une preuve de travail. C'est-à-dire que vous avez des mineurs qui travaillent, certains vont gagner des blocs, vont être rémunérés par le protocole pour pouvoir, quelque part, valider un nouveau bloc, sécuriser la blockchain et pouvoir permettre, quelque part, d'écrire des nouvelles transactions dedans.
Spoiler, ce sont des grosses machines. C'est Pas des- des vrais mineurs, Non. ni des codeurs derrière leurs Effectivement, ordinateurs. il faut pas s'imaginer des gens avec de la suie sur le visage et le gros casque et la lampe Le frontale. mineur est plus un investisseur qui a acheté un entrepôt, qui a mis énormément d'ordinateurs sur lesquels tournent des lignes de programmation, quoi. Exactement. On va dire c'est le mineur des temps modernes. C'est ça. C'est le mineur digital. Et donc, globalement, cette rémunération, elle est cadencée, elle est préécrite dans le protocole lui-même. Et en gros, tous les 210 000 blocs, ce qui correspond à peu près à 4 ans, parce qu'on fait en sorte, et c'est la manière dont fonctionne le protocole, de valider un bloc à peu près toutes les 10 minutes. Et on ajuste certains paramètres pour que justement la validation, elle dure à peu près 10 minutes. Quand tu dis on valide un bloc, j'essaie de trouver des équivalents qui parlent aux gens. C'est de la création monétaire. Attention, valider un bloc, c'est valider des transactions que des porteurs existants de Bitcoin vont se faire entre eux. En gros, c'est pour écrire une nouvelle ligne dans ma base de données. Imaginons une base de données qui est, on va dire, c'est des comptes bancaires. Voilà, on va dire c'est des comptes bancaires dans lesquels on a un solde et on est, je sais pas, 100 000 personnes à avoir un solde de compte bancaire. On a écrit un certain nombre de lignes dans notre base de données pour en arriver là. Chacun a un seul. Et on se dit, bah tiens, j'ai envie de t'envoyer 0,1 Bitcoin. Donc on a envie d'écrire dans une nouvelle ligne de base de données le fait que moi, je vais avoir moins 0,1 Bitcoin et toi, tu vas avoir plus 0,1 Bitcoin. On fait l'état des lieux dans les 10 minutes qui séparent deux validations de blocs. On fait l'état des lieux de toutes les transactions à écrire. Il y a quelqu'un qui va valider ou pas ces transactions. Imaginons que j'ai bien au moins 0,1 Bitcoin, il n'y a pas de problème, je peux te les envoyer. Si j'en avais que 0,05, dans ce qui lui est soumis, il dirait « Ah bah cette transaction-là, je la supprime parce qu'il veut envoyer 0,1 Bitcoin, il n'en a que 0,05, donc il ne peut pas. » Donc on fait l'état des lieux de tout ce qu'on veut passer comme nouvelle écriture. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui va valider l'ensemble de ces transactions. Si c'est validé, alors, quelque part, on met à jour l'ensemble des soldes sur nos adresses respectives, toujours les 100 000, j'avais dit 100 000 personnes tout à l'heure, on met à jour les nouveaux soldes et on a écrit une nouvelle ligne dans la blockchain. Ok. D'accord ? Pour faire ce travail de validation de cette nouvelle ligne dans la base de données, le mineur, il intervient là, on va le rémunérer. Et qui va le rémunérer ? Nous, un petit peu au travers des frais de transaction, c'est-à-dire quand je veux envoyer de l'argent, je vais payer un petit fee, mais c'est pas grand-chose, mais je vais payer un petit fee. Donc il y a l'ensemble des fees qui sont payés par les gens qui veulent faire une transaction, et en plus, le protocole va rémunérer de manière fixe la validation d'une nouvelle ligne dans la base de données. Et ce qui se passe, c'est que tous les 210 000 blocs, donc 210 000 avec 10 minutes d'intervalle, ça fait à peu près 4 ans, à ce moment-là, on divise par deux la rémunération d'un bloc. C'est le protocole qui a décidé ça. Ça fait, on va dire, une forme des montants perçus par les mineurs qui, en gros, va monter avec une asymptote. Et l'asymptote, elle arrive à 21 millions. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en termes de création. Et ça vient juste du fait du... Alors, je ne sais pas pourquoi 21 millions, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, ce chiffre-là. Il doit y avoir une explication, mais je ne sais pas pourquoi. Mais globalement, si on fait la somme des 210 000 fois la rémunération qui est divisée par 2 à peu près tous les 4 ans, on arrive en 2140 avec la création de 21 millions. Et après, au-delà, il n'y en aura pas plus qui seront créés. Okay. Voilà. Et donc, le fait de diminuer par 2 la rémunération tous les 4 ans fait que votre mineur, qui est quand même un industriel, c'est quelqu'un qui doit acheter des cartes graphiques ou des... Il a investi dans du Il investit dans du hardware. Il doit payer de l'électricité, parce qu'elle ne travaille pas toute seule, ces cartes graphiques. Et puis, bon, il y a un petit peu de foncier, mais ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. La sécurité. Et un peu de sécurité, et puis un peu de personnes, hein, puisqu'il faut quand même opérer ces trucs-là. Mais le gros de la dépense, c'est plutôt l'électricité. C'est un énorme business maintenant. À l'origine, n'importe qui pouvait acheter un ordinateur et miner. On pouvait miner avec un PC. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, on peut toujours essayer, mais la probabilité de gagner est tellement faible que plus personne ne le fait. Donc voilà, donc cet industriel, ce mineur, c'est un industriel, encore une fois, c'est le mineur des temps modernes, hein, il est passé à l'échelle d'après. Lui, évidemment, il faut qu'il retrouve ses fonds. Si on lui dit tous les 4 ans, et sachant que les machines, elles sont assez vite obsolètes, ouais.
C'est pas des machines qui durent 50 ans, c'est des outils qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus fragiles. Donc si il doit avoir 2 fois moins de Bitcoin en termes de rémunération, il faut que le prix du Bitcoin, à un moment donné, il compense le fait qu'il en ait moins. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une tendance un peu naturelle à avoir une croissance du prix. On va dire qu'il y a une forme de phénomène de rareté. Et ensuite, les cycles, pour finir sur cette partie-là, comme tout ce phénomène-là, il est assez prévisible, comme dans tout phénomène prévisible de marché, il y a des cycles qui s'organisent autour. Les gens anticipent. Voilà. Et donc, il y a on va dire une sorte de comportement de l'ensemble du marché qui s'adapte au niveau du cycle, qui globalement a plutôt une tendance à faire monter le prix, mais évidemment pas de manière linéaire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de cycle, avec à la fois des marchés haussiers, c'est-à-dire que c'est dans la phase où on se dit ça arrive, et donc il y a toute une forme d'excitation. Et puis après, on se dit oh oui, mais là maintenant on sait que ça va être que la rémunération elle a été divisée par 2, on a fini le bull market, donc maintenant il n'y a plus de raison d'en être à ce niveau-là, sinon les mineurs gagnent beaucoup trop d'argent, et donc on a cette phase de bear market. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette alternance de marché haussier, fort. C'est la dernière partie du cycle. Et puis ensuite, on retourne un peu plus à la... D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Google, je mettrai le schéma qui accompagne votre guide qui est très parlant de ce point de vue-là. Donc, le phénomène que tu décrivais, où tous les 4 ans à peu près, le prix est divisé par 2, ça s'appelle le halving. Exactement, c'est le terme technique. Je n'ai pas voulu l'employer pour ne pas perdre les gens. Je l'emploie parce que en vrai, on apprend aussi, et donc se familiariser avec le jargon, comme on va le retrouver partout, pour tous ceux qui veulent investir en crypto, c'est aussi important. Et donc, un peu avant et un peu après ce halving, il y a ce qu'on appelle le fameux, c'est le bull run. Alors, si maintenant on plonge un peu dans le cycle, dans l'historique, parce qu'effectivement, il y a des phases très très différentes. Donc, le point de repère qui est visible de tous, c'est le halving. Le dernier a eu lieu. Alors, le dernier a eu lieu en avril 2024. 2024, ok. Je dis pas oui, ça c'est en avril 2024. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que souvent, 6 mois plus tard, donc c'est halving plus 6 mois, en général, c'est là où on dépasse la valeur du cycle précédent. Ok. Voilà. On atteint le plus haut. On atteint le plus. Donc c'est un nouveau plus haut, un nouveau plus haut. Et ensuite, on en a pour environ 12 mois pour aller jusqu'à la fin du bull market. Donc là, c'est la phase, on va dire, plutôt d'accélération finale. Et donc là, un peu comme dans le marché des commodities, dans le marché des matières premières, en fait, la fin du cycle, elle est souvent très exponentielle. Okay. Et donc, ça arrive, donc on était en avril plus 6 mois, ça nous amène à octobre 2024. Ouais. Octobre 2024 plus 12 mois. Il nous reste 2 mois là. Il nous reste 2 mois pour la fin du mois. Alors après, on va peut-être un peu moduler ça, mais globalement, et si on regarde sur les cycles précédents, alors il n'y en a pas non plus 50, le marché existe depuis 2009, mais il y a eu 4 cycles, si je ne dis pas de bêtises, ils sont à peu près tous bien timés de la même manière. C'est-à-dire que si on regarde ça d'un point de vue amplitude, il y a un truc qui ne colle pas, mais si on regarde ça d'un point de vue temps, et moi je me suis vraiment attaché à regarder ça d'un point de vue temps, ça colle assez bien. Maintenant, il y a un autre phénomène qui se greffe par-dessus, qui est que le marché est de plus en plus gros. Et donc, quand il y a 2 cycles, on avait peut-être réussi à faire x13 ou x14 sur le BTC. Là, ça devient plus difficile, parce qu'on est sur un marché qui vaut 1,7 trilliard. Donc, faire x13 sur 1,7 trilliard, c'est beaucoup. Donc là, on va aller vers des cycles qui vont être, à mon avis, à peu près marqués en temps, mais qui en amplitude seront de moins en moins importants. Et en tout cas, quand on regarde les 3 derniers cycles, on voit que l'amplitude elle est en train de diminuer. Mais ça, c'est assez normal par rapport à la taille du marché. C'est beaucoup plus simple de faire x10 quand on est tout petit que quand on s'appelle Apple. Aujourd'hui, si Apple devait faire x10 en market cap, ça serait hyper compliqué. Quand Apple était une petite société, c'était beaucoup plus simple à envisager. Pas forcément probable, mais en tout cas, c'était plus simple à envisager. Donc, si on est sur la fin d'un cycle haussier, c'est le pire moment pour investir. Alors, ça, c'est le cycle jusqu'à présent. Okay. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'investisseurs institutionnels qui sont arrivés depuis janvier 2024, qui sont une force qui sont venus beaucoup plus stabiliser le marché. Là où avant, on était beaucoup plus soumis aux émotions, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus du particulier, et quasiment que du particulier qui était sur ce marché-là. Donc avec un effet moutonnier très très fort, et surtout des grandes amplitudes avec beaucoup de,
d'amplitude en termes d'émotion et on l'avait vu dans la crise enfin dans la bulle Internet. Voilà, c'est l'émotion des particuliers. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus mature en termes d'intervenants, où les cryptos sont beaucoup plus détenus par des grosses mains qui ont moins tendance, pour moi, à aller suivre ce cycle-là. Donc pour moi, on va vers c'est un peu comme si on avait une grosse vague au démarrage, et puis en fait la vague elle s'atténue, puis ça devient de la houle, et ça devient un peu moins évident. Et je pense la mer d'huile. Non, alors je pense qu'on a... Il y a un bout de temps avant qu'on aille à la mer d'huile. Non, par contre, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rythmé par les marchés financiers traditionnels, parce que, encore une fois, les gens qui ont les gros montants, ceux qui ont les principales détentions de Bitcoin, sont des investisseurs internationaux qui eux-mêmes sont soumis à d'autres aléas. Et on l'a vu dans la crise du Covid. Alors là, il n'y avait pas encore d'investisseurs institutionnels, mais on l'a vu beaucoup plus récemment. Il y a eu la crise des droits tarifaires, on l'a vu en avril. Là, on l'a vu avec l'Iran, la guerre entre l'Iran et Israël. Encore une fois, on voit à ces moments-là, qui sont des moments de crise, une corrélation qui réapparaît fortement entre tous les actifs. Et finalement, là où avant le Bitcoin était un actif complètement à part parce qu'il était sur des drivers et des investisseurs complètement différents, l'intérêt d'avoir ces gros investisseurs qui sont arrivés sur ce marché-là, c'est qu'ils stabilisent le marché. Donc on baisse la volatilité par rapport à ta remarque de début. L'inconvénient, c'est qu'on va swapper la volatilité qui est juste de l'humeur d'investisseurs par un impact beaucoup plus fort de la macro et de la géopolitique. Oui. Et aujourd'hui, je pense que le Bitcoin est beaucoup plus sensible à la politique de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale des US, que à ce qui se passe sur tel ou tel mineur ou tel acteur crypto du marché. Ceci dit, on l'a vu avec le Covid, à partir du moment où on est sur des actifs qui sont plus exotiques ou qui sont la minorité d'exposition des gens, de fait, c'est aussi les premiers actifs qu'on liquide quand ça va moins bien. Donc, c'était très flagrant pendant le Covid. Et ce, même si les institutions... Enfin, tu vois, et ce, peu importe la présence des institutionnels. Alors, justement, le Covid, les institutionnels n'étaient pas encore là. On va dire que les institutionnels, ils sont là depuis janvier 2024. Et depuis, quand on regarde les petites crises, alors elles sont plus petites que ce qu'on a eu dans le Covid, en fait, tu t'aperçois que les cryptos, elles pèsent pas beaucoup plus, notamment, alors là, je parle surtout du Bitcoin, ils baissent pas beaucoup plus que les actifs type marché-action. Et quand ça se reprend un peu plus vite. Ok, donc il y a une forme de normalisation de la détention aussi de ces actifs-là. Et c'est pour ça que là où ta remarque qui est relativement juste de dire oui, mais on arrive bientôt à la fin du bull market, c'est pas le moment d'investir. En fait, pour moi, on est dans une phase de transition. Alors, combien de temps elle va durer? Est-ce que c'est sur ce cycle-là qu'on y sera arrivé? Est-ce que c'est dans 10 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans une phase de transition où je pense que les cycles traditionnels crypto vont être moins marqués. Parce que aussi les mineurs, qui étaient des acteurs beaucoup plus importants à l'époque, en termes de taille relative, sont devenus maintenant un peu moins importants. Et donc leur impact sur le marché est de moins en moins important. Et donc c'est d'autres acteurs qui sont en train de prendre la main tout doucement sur, on va dire, les drivers principaux du marché. L'impression que ça m'a donné, c'est que c'est moins passif d'investir en crypto que d'investir sur la finance traditionnelle. Peut-être parce qu'il y a moins de structuration, de produits, etc. Mais donc, il y a cette attention à porter au niveau des cycles. Il y a le stacking qui n'est pas passif comme on peut l'avoir dans la finance traditionnelle. Donc, ça demande de monitorer sa détention. Je ne sais pas si on peut, tu vois, par exemple, si on fait du DCA et qu'on rentre un petit peu de l'investissement programmé, je sais même pas si c'est automatisable. Tu vas peut-être me dire. Alors, si, voilà. Typiquement, chez CoinHouse, on propose le DCA, et on n'est pas les seuls à le proposer, mais en tout cas, chez nous, on le propose. Effectivement, comme sur les marchés actions, on se dit toujours, mais est-ce que j'investis pas au pire moment?
Parce qu'en général, quand on se met à vouloir investir, c'est qu'on en a beaucoup entendu parler. Surtout quand on nous dit qu'il ne faut pas timer le marché. C'est vraiment des conseils majeurs de la finance traditionnelle. Il y a le DCA, donc l'investissement programmé, le long terme, le DCA lié au fait qu'il ne faille pas timer le marché. C'est ce que dit quelqu'un comme Warren Buffett qui dit « Moi, je n'achète pas des actions, j'achète un bout de business, un bout de l'économie, et je m'assois dessus sur des dizaines d'années. » Et il cherche pas à faire des coups. Il cherche juste à dire, moi j'ai des pans d'activité, je pense que cette activité-là, par rapport à son marché principal, et ma compréhension de la marche du monde, il est là pour très très longtemps, et je ne mets pas la pression sur mes managers pour qu'ils fassent tout et n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir cette approche-là, surtout pour la plupart des gens qui n'ont pas de vocation à faire du trading, qui n'ont certainement pas les connaissances ni l'information pour faire du trading. Et même si on a l'illusion du contrôle, on n'a absolument aucun contrôle. Et des fois, typiquement ce qui se passe entre l'Iran et Israël, si on ne s'est pas méfié, on se dit « Ah tiens, ça va embraser le Moyen-Orient, donc je vais acheter du pétrole ». Premier réflexe, les investisseurs ont tous eu ce premier réflexe. Les Américains, pendant le week-end, bombardent l'Iran. Super, j'ai eu raison de le faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Lundi ou mardi, il annonce un cessez-le-feu. On ne sait pas trop d'où il sort. Le pétrole, il perd presque 8%. Donc en fait, on a l'impression qu'on a compris ce qui se passait. L'histoire qu'on raconte, elle est extraordinaire, elle est hyper logique, elle se tient, elle s'enchaîne, parfait. Mais on perd de l'argent. Donc, il y a un moment donné, soit on se dit, non, j'achète du pétrole parce que c'est de l'énergie et je garde ce truc-là pendant hyper longtemps parce que je me dis, globalement, le monde fonctionne avec de l'énergie. Bon, après, ce qui est un peu compliqué sur le pétrole, c'est qu'il n'y a pas de dividende. Souvent, la référence du prix, c'est des futurs, donc c'est bien quand vous êtes producteur, c'est moins bien en tant qu'investisseur. Ça, c'est une autre petite histoire. Mais c'était juste pour illustrer mon propos. Souvent, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire, j'achète une partie de l'économie française, j'achète un bout du CAC 40 au travers d'un ETF, c'est super. C'est géré de manière hyper, on va dire, pas chère sur l'instrument. Je suis exposé à tout un tas d'entreprises, c'est diversifié. Il y a un tropisme français, mais il y a aussi une présence internationale. Et puis, je m'assois là-dessus, et puis j'attends 10 ans, 20 ans, si j'ai pas besoin de cet argent. Et puis, je verrai dans 10 ans, 20 ans, il y a des chances que je gagne de l'argent au final. Et ça, pour le commun des mortels, je trouve que c'est la bonne approche. Donc, ça reste moins passif, selon toi, par rapport à la finance traditionnelle. Pour moi, c'est un peu... Tu dis crypto, assurance vie, au-delà de... Alors... en termes de... Je suis juste sur le critère de passivité, de devoir faire quelque chose. Pour moi, c'est deux choses un peu similaires. Évidemment, l'assurance vie, il y a une notion fiscale qu'il n'y a pas sur la crypto. Et encore que si on reste dans le monde crypto, il n'y a pas de fiscalité tant qu'on n'a pas revendu en euros sa position crypto. Donc aujourd'hui, c'est presque deux enveloppes qui se ressemblent d'un point de vue fiscal. Après, évidemment, crypto, on est très limité en termes de sous-jacent. Sur la partie fonds d'assurance vie, on peut s'exposer à tout un tas de classes d'actifs, que ce soit de l'obligataire, des actions, des matières premières. Aujourd'hui, pas vraiment sur la partie crypto, mais peut-être que demain, on pourra également s'exposer sur la partie crypto. On va dire que il y a plein d'autres différences. Les rendements ne sont pas du tout les mêmes. Tout à fait. Mais dans les deux cas, voilà, pour moi, c'est des lignes d'investissement qu'il faut avoir sur le long terme, sur la partie, on va dire, cœur de l'investissement qu'on n'a pas vraiment vocation à toucher, sauf en cas de pépin. L'équivalent de la gestion pilotée existe aussi en crypto, par exemple chez CoinHouse ? Oui, alors exactement. Nous, on a développé la gestion pilotée qui est, on va dire, pour des gens qui auraient envie d'être un peu plus actifs sur leur détention de crypto, mais qui n'ont pas forcément envie d'y consacrer beaucoup de temps. Les fameuses 20 heures minimum d'éducation financière. Ouais, et puis au-delà alors ça, il y a la partie éducation, mais après, quand on dit je vais investir sur un portefeuille, mais plutôt un portefeuille dynamique, donc je vais essayer de rebalancer de manière un peu régulière, c'est est-ce que les gens ont la bonne information pour le faire ? Est-ce qu'ils sont là quand il faut vraiment passer des trades, sachant qu'on est sur des choses qui sont très volatiles, donc des fois on peut se tromper de quelques heures pour passer un trade et avoir une conséquence qui peut être un peu négative. Donc est-ce que finalement on a envie de s'embêter avec ça, mais on aime bien l'idée de la diversification, on aime bien l'idée d'avoir un portefeuille qui est un peu actif. Donc chez nous, on ne cherche pas à avoir un portefeuille qui tourne énormément, c'est pas le but. Le but, c'est plutôt de temps en temps de se repositionner, notamment quand certaines cryptos ont beaucoup monté. On sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc à un moment donné, il faut savoir couper et se repositionner sur d'autres projets où il y a peut-être un petit peu plus de place à la hausse.
Donc c'est plutôt cherche à faire, ce qu'on cherche à faire. Voilà, donc c'est pour des gens qui veulent un positionnement plus dynamique, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à y consacrer et qui préfèrent déléguer cette gestion-là à quelqu'un dont c'est le métier. Ok. Bah, écoute, est-ce que tu penses que j'ai oublié un sujet majeur sur... Je sais que je vais mettre le lien du guide que j'ai consulté parce que honnêtement, j'ai appris plein de choses. Peut-être que tout ne sera pas parfaitement 100% intelligible, mais il y a plein de choses à apprendre dans un petit guide comme ça. Alors, ouais, peut-être juste un truc à ajouter sur CoinHouse. On fait, et je pense que c'est une des particularités de ce qu'on propose, on fait un accompagnement des clients qui ont envie d'être accompagnés. J'allais venir sur CoinHouse, évidemment. Pardon. Évidemment. Mais voilà, non, mais au-delà de ce que propose CoinHouse, encore une fois, c'est un marché complexe. En général, on dit à nos clients de mettre 5 à 10% 5 à 10. de leur montant, on va dire, de patrimoine liquide. Donc, encore une fois, on exclut la résidence principale, on regarde ce qui reste. Quand on met que 5 à 10% de son patrimoine sur un actif, on ne peut pas y passer beaucoup de temps, sachant que la plupart des gens ne sont pas passionnés sur les marchés ou sur la génération de rendement. Et donc, ils y passent déjà peut-être quelques heures par semaine. Et donc, voilà, quelques heures par semaine, et si on se dit c'est 5 à 10% de ça, il ne reste pas beaucoup de temps à consacrer sur des choses qui sont très compliquées. Déléguer n'est pas forcément une mauvaise chose, je pense, dans ce cas particulier. Et moi, j'encourage vraiment fortement. Et je vais le faire et j'ai ouvert un compte sur CoinHouse. Il a été validé. Je vais pouvoir faire mes investissements et je vais aussi l'utiliser. Ça m'intéresse beaucoup pour ma trésor d'entreprise. Moi, je suis à fond dans investir de manière très, très dynamique une proportion mineure de mon patrimoine. Dans d'autres phases de ma vie d'investisseuse, j'avais besoin de mettre tous mes efforts au même endroit. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je trouve que ça rentre bien dans la phase où j'en suis de développement de mon patrimoine. Encore une fois, je pense que 5 à 10%, on aura toujours ça en trésor quelque part chez soi. D'avoir quelque chose qui peut vraiment, sur un horizon de 10 ans, on va dire, faire un multiple de ce qu'on met au départ. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs où on peut se dire que raisonnablement on l'aura. Je pense que sur les cryptos, c'est pas encore complètement hors de portée de faire entre x2, x5 sur les 10 ans qui viennent, voire peut-être sur des horizons plus courts, mais en tout cas, sur cet horizon-là, je pense que c'est tout à fait atteignable. Ça fait des rendements qui sont plus que confortables par rapport à l'ensemble des autres classes d'actifs. Oui. Voilà, quand on est relativement jeune et qu'on a encore beaucoup de temps devant soi, c'est intéressant d'avoir ça. Et comme tu disais au démarrage, prendre du risque quand on est jeune, c'est plus simple parce qu'on peut toujours retomber sur ses pieds. Le principal actif, c'est notre capacité de travailler, notre capacité à rebondir, beaucoup plus que notre épargne. Là où, quand on est sur des âges un peu plus comme le mien, on est beaucoup plus assis sur un capital. On a moins de valeur de marché ou de valeur marchande, même si on a beaucoup de savoir. Et donc, on joue un peu plus sur son capital. Là où, quand on est jeune, en fait, on a la vie devant soi. Donc, Mais je trouve que c'est un excellent outil de dev perso aussi, parce que moi, quand je dis... ça devrait pas être à la finance de s'adapter à votre niveau de risque, c'est à vous de faire évoluer votre niveau de risque pour pouvoir accéder aux investissements qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le chemin dans le sens inverse. Et là, les gens me disent, mais comment je fais évoluer mon niveau d'appétence au risque ? Et c'est un entraînement, il faut apprendre au cerveau et donc prendre un risque important sur une fraction mineure de son patrimoine. Finalement, ça crée cette habitude en fait d'exposition. Et autant la créer le plus tôt possible dans sa vie, plutôt que de manière très, 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 très progressive, sur 20 à 30 ans, votre patrimoine vous en remerciera. Tout à fait. Et encore une fois, plus on vieillit, plus l'appétence pour le risque devrait diminuer, parce qu'en fait, l'horizon qu'on a devant nous, encore une fois, l'investissement, c'est souvent une question d'horizon qu'on a devant soi. Bah oui, plus on se rapproche de la retraite et après, plus son horizon, il est court. Ouais. Là où, quand on a 50 ans devant nous, je dirais on peut presque faire plein de bêtises, c'est pas très grave. Alors évidemment, si on n'en fait pas trop au début, avec l'effet compounding, c'est encore mieux. Mais même si on en fait, c'est pas très grave. Et au pire, on aura appris une leçon dont on servira peut-être pour plus tard et qui portera ses fruits à ce moment-là. Je sais que les gens ont du mal avec ce concept, mais
j'ai appris beaucoup de leçons en perdant de l'argent. On apprend plus de leçons en Évidemment. perdant qu'en gagnant de l'argent. Et Oui, d'ailleurs, il y évidemment. a une étude psychologique, parce que je suis en train de lire des trucs là-dessus. En fait, je crois que c'est à peu près 2 fois plus sensible à une perte qu'à un gain. C'est-à-dire qu'on a le cerveau ne réagit pas de la même manière en fonction qu'on est face à un gain ou une perte. On pourrait se dire un gain de 10% ou une perte de 10%, c'est la même chose. En fait, non, pas du tout. Ouais. Et en fait, le cerveau humain, il est fait pour avoir peur de ses pertes. En fait. Exactement, mais c'est pareil, les plus gros apprentissages de la vie, on les a dans le challenge et la difficulté et l'adversité, et rarement dans les grands moments de bonheur et de joie. Cela, il faut les savourer, parce que Exactement. on n'en a pas toujours tant que ça, mais on apprend plus dans l'adversité que quand tout va bien. On apprend plus sur son couple quand on traverse des crises que le jour de son mariage. Mais bon... ok, donc, si on veut commencer à investir, c'est hyper simple. Coinhouse.com, il y a un gros bouton démarrer. Ça va demander de télécharger l'application. Vous créez un compte, je l'ai fait en 5 minutes, c'est hyper rapide. Et puis après, vous suivez les instructions. Il y a plusieurs formules. On peut rester chez Coinhouse totalement gratuitement. Et puis, on peut aussi se faire aider. Ça donne droit à tout un tas d'avantages. Je vous renvoie aux offres. Et on a une offre pour vous, les amis. Vous pouvez bénéficier du package investisseur pour 3 mois, le tester pendant 3 mois gratuitement au lieu de 1. Je mettrai toutes les infos en description de cet épisode que me transmettra Coinhouse. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Plus ancien broker de la place, plus ancienne plateforme. On a fêté nos 10 ans il y a presque un an maintenant. Et vous avez un bel ambassadeur de renom que j'ai aussi reçu sur ce podcast, qu'on ne présente presque plus, même Éric Larchevêque. Je le mentionne aussi parce que, évidemment, ça peut aider. Il a gagné ses jalons de légitimité dans ce milieu, donc c'est important aussi. Donc coinhouse.com, tout simplement. C'est C-O-I-N house.com. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Delphine.